OK. Donc, on peut continuer. Vous avez fini? Vous avez fini déjà? Vous avez calculé le chemin critique? Hello? Hello? Vous avez pu trouver le chemin critique? Bon, moi, j'ai fait le calcul déjà. Pas encore. Moi, l'application m'avait lâché là. Je viens de vous réintégrer. D'accord, OK. Donc, vous avez vous avez quand même vu le schéma. Vous avez copié le schéma déjà. Je suis en train de prendre les infos. D'accord, prenez le schéma. Pendant que vous calculez, moi, je vais calculer aussi le mien. OK. Chemin critique, je trouve 15, hein?
Vous avez trouvé 15, hein? Oui. Ok, bon, on va calculer ensemble pour vérifier. Bon, le premier chemin, c'est ACDI, n'est-ce pas? DEI, n'est-ce pas? Donc, on a 2 plus 4 plus 1 plus 3 plus... Vous voyez mon tableau, non? C'est comme si je dois partager encore ça. Attends, je partage également celui-ci. Ok, vous voyez mon tableau, non? Ce que j'essaie Oui. de dessiner. Oui, Ok, oui. on calcule ensemble. Donc, on a le premier chemin. 2 plus 4 plus 1 plus 3 plus 2. Donc, ça nous donne 6, 7, 10, 12. Après, on a 2 plus 1 plus 1 encore. Oh, attends. Bon, si tu as remarqué un peu le... attends un peu. Je reviens dans le chemin, je vois que les chiffres sont... Parce que j'ai d'abord fait une première erreur, donc ça va. Ok, attends un peu. Donc, tu as remarqué ici en haut un espace, là où il y a D, là où il y Oui, a D ici, là. Donc, tu dois oui, savoir que donc, D et E commencent le même jour. oui, j'avais compris Mais, ça. mais ok, tu as compris, vous avez compris là-bas, n'est-ce pas? Ça veut Oui. dire que la somme de la durée de l'activité D et E va donner 3 Oui. parce que ça commence le même jour. Ok, c'est la seule chose qu'il faut rectifier là-bas. Bon, moi, je vais rectifier dans mes calculs ici. Donc, ici, on n'aura pas plus, on aura seulement plus 3. Exact. On va donner 3. Ça va donner 11 ici. Donc, le deuxième chemin, c'est A, F, I, A, F, H, I. Donc, ça va nous donner, ça donne, je pense que c'est 6. Bien. Après, on a A, je crois on a A, G, Ah, H, I. Donc, ça fait 2 plus 5 plus 1 plus 2. Donc, ça nous donne, ça fait 7. ça fait Ça donne 10. 10. Maintenant, le dernier chemin, c'est 6 plus 5 plus 1 plus 2. Ça 14. donne, ça donne 14, hein? 14. Ok, j'espère qu'on n'a pas fait d'erreur. Je vais vérifier encore. Ah oui, on a bien un chemin. Il y a B, C, D qu'on n'a pas calculé. Oui. Donc, il y a un chemin qu'on n'a pas calculé. Il y a la flèche qui va avec B. Je dois mettre aussi également ça. C'est un peu complexe, non? Attends, je vois si j'ai bien tracé ça. Il va falloir que je... C'est ça le chemin, mais c'est un peu embrouillé là. C'est un peu embrouillé. Je vais essayer de rectifier un peu ça pour voir. Bon, je vois que si on lit ça, ça va pas déranger, non? Attends. Je crois Ça que... va pas déranger. On trouve 15. Attends un peu. Donc, c'est comme si A n'est pas joint avec F. A n'est pas joint avec F. Donc, ici, il faut barrer. A n'est pas joint avec F. A n'est pas joint avec F et G. Donc, il va enlever les flèches qui touchent ça. Donc, ça veut dire qu'en tout cas, on va encore revoir un peu mon...
Voilà, en fait, c'est un peu comme ça que ça se présente. Donc, tiens, c'est plutôt B qui est joint avec F et G. OK. Alors là, c'est mieux maintenant. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on va voir encore le chemin. Il y a le chemin de A. Il y a seulement un seul chemin avec A. Donc, en tout cas, il faut que je rebarre ça parce qu'il y a les erreurs. Le deuxième chemin, c'est... Donc, le premier chemin, c'est A, C, D, E. Oui, c'est bon. Donc, le deuxième chemin, c'est B. C'est B, C, D, E. Voilà, voilà le deuxième chemin. 2, c'est I. Donc, c'est égal à 6 plus 4 Plus 3, plus 3. plus 2. OK, oui, plus 3. Plus Oui. D et E, ça donne plus 3. Mettons 3 une fois. Plus 2. Donc, ça donne combien là-bas? Non, non, attendez, vous avez répété 3 deux fois. C'est 6 plus 4 plus 3 plus 2. Ah, ouais, ouais, c'est vrai. Oui, c'est bon. Ça donne Donc, 15. ça donne 15. OK. Donc, l'autre chemin, il faut qu'on barre maintenant celui-ci. Donc, c'est B toujours. B, F, H, I. Donc, qui donne... Ça va me donner 6 plus 1 plus encore 1 plus 2. Et ça donne combien? Ça donne 10. 10, oui. Bon. Après, on a B, G, H, I. Bon, je crois que ça va, non? Vous avez trouvé ces chiffres ici, n'est-ce pas? OK, donc Oui. le chemin critique, n'est-ce pas, c'est B, D, E, I. B, C, oui, c'est B, C, D, E, I. Voilà le chemin critique. Donc, voilà comment calculer le chemin critique avec le genre de flèches. Donc, la prochaine question, c'était, ils nous ont demandé de what is the float for activity G? Donc, chaque fois qu'on vous demande à l'examen de calculer, n'est-ce pas, le flow d'une activité, si c'est sur le chemin critique, sachez que c'est 0. Mais maintenant, ici, là, G n'est pas sur le chemin critique. On a notre chemin critique, n'est-ce pas, qui est B, C, D, E. Donc, tous les H là-bas seront négatifs. Donc, seront 0, pardon, seront nuls. Excepté, n'est-ce pas, les deux activités ici, n'est-ce pas, qui commencent en même temps. Donc, on va commencer à mettre les chiffres. Donc, comme B, n'est-ce pas, est au début du projet, donc ça va commencer 0 ici. 0, 6, 6. Donc, ça va ici. On aura 6 également ici. 6, 6. On aura 10 ici. 10. Bon, c'est là où maintenant les choses vont commencer à se jouer. Donc ici, là, on aura 10. 10. Bon, 10, la dictée déduit 1 jour. Donc on aura 11 ici. On aura 11 également ici. Seulement comme E, parce que là, il faut réfléchir, il faut un peu être intelligent. Donc, comme E commence le même jour que D, donc on va mettre 10 également ici. J'espère que vous m'avez compris, n'est-ce pas? Oui, oui, exact. 10, voilà. Donc, on va mettre 10 là-bas. Et 13. Et 13 ici. OK, donc, là que vous comprenez, c'est bon. 13, on aura 13 également ici. Et 15. Donc, vous remplissez d'abord tous les marges sur le chemin critique. Maintenant, en même temps, pour déterminer la marge, n'est-ce pas, on a demandé de calculer la marge de G. Bon, la marge de G, il faut passer de l'avant vers l'arrière. Donc, on sait que H doit finir avant que I ne finisse.
Et parce que I, c'est la dernière activité. Donc, on va venir mettre ici la 13. Parce que H doit finir avant que I ne commence. Donc, sa fin le plus tard, c'est 13. Donc, on va en rentrant. On aura ici 12. On aura également ici 12. Ici 7. Donc, on repart maintenant de derrière vers l'avant. Donc, G doit finir pardon, G commence immédiatement que B soit terminé. Donc, ici, on va mettre le début le plus tôt, qui est 6. Également, ici, on va mettre 6 plus 5, ça fait 11. Ça veut dire que la marge de l'activité G, c'est facile, non? C'est 12 moins 11 ou bien 7 moins 6, qui donne, n'est-ce pas? Qui donne 1, n'est-ce pas? Voilà. Bon, maintenant, ils ont encore posé une autre question. It is if the project planner imposes a finish time of 14 on the project with no change in the start date or activity durations, what is the total float of activity E? Donc, si on nous impose une date de 14 jours, n'est-ce pas, pour la fin du projet, donc sans que les relations entre les activités, n'est-ce pas, ne changent, quelle sera désormais la marge de l'activité E? Donc, on va maintenant imposer la date 14 à notre projet. Donc, le projet finissait à 15 jours, n'est-ce pas? Exact. Donc, maintenant, on va imposer une autre date. On a parlé de 14 jours. Donc, on vient ici à la fin. Voici la fin le plus tard. C'est 15. C'est 14. On va mettre 14 ici. Il faut que je réduise un peu la taille. Voilà. Donc, je vais mettre 14. Je crois qu'elle mettre 10. Voilà, jusque là, c'est tout bien. Voilà, on a imposé la date 14. On va mettre 14 ici. On va maintenant voir l'impact sur les autres activités. Donc, si c'est 14, ça veut dire on aura plutôt 14 moins 2. Ça va nous donner 12 ici, au lieu de 13. Ça nous donne 13. Pardon, ça nous donne 12, pardon, je veux dire. Bon, maintenant, on demande la marge de l'activité E. Donc, c'est là-bas qu'on va calculer la marge. Donc, on va encore procéder jusqu'en avant. Donc, on aura ici 12. Ça change, ça devient 12. Donc, 12 moins 3, on aura plutôt 9 ici au lieu de 10. Voilà, parce que ça donne. Donc, maintenant, on demande de calculer la marge. Donc, au lieu d'utiliser 13 ou bien 10, on va utiliser plutôt 12 et 9. Donc, 12 moins 3, ça donne combien? On réduit d'un jour. Pardon, 12 moins 13, ça donne combien? On fait 12 moins 13, puisque c'est les bornes supérieures moins la borne inférieure. Ça, c'est pour calculer les marges. Donc, 12 moins 13, ça nous donne moins 1, n'est-ce pas? Ça nous donne moins 1, n'est-ce pas? Vous avez vu comment je calcule? Vous avez vu? Monsieur a vu? Allô? C'est ce qui n'est pas encore déconnecté. Allô? 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 Oh là là. Allô? Il s'est encore déconnecté apparemment. Allô, vous m'écoutez? C'est un système pour moi. Vous m'écoutez? Donc, est-ce que vous avez vu comment j'ai calculé l'espace, les marges là? Oui, je vous écoute maintenant. Ma connexion est un peu instable. Ok, donc,
Bon, je dis ici, là, n'est-ce pas, maintenant, on va remplacer, n'est-ce pas, comme E va finir, n'est-ce pas, avant la fin le plus tard de E et désormais 12. Parce que, n'est-ce pas, on a imposé une date, n'est-ce pas, à notre projet. Donc, en procédant, n'est-ce pas, de devant vers l'arrière, on a plutôt 12 au lieu de 13 ici. Bon, et 9 également ici. On demande de calculer la marge de l'activité E. Donc, nous allons faire 12 moins 13 au lieu de 10, de 13 moins 13. Donc, on aura maintenant une marge négative ici. Donc, on aura moins 1. Donc, dans le choix qu'on nous a proposé ici, là, la marge de l'activité, n'est-ce pas, E est égale à moins 1. J'espère que vous avez vu comment j'ai procédé parce que c'est très simple. Mais si vous me perdez de vue, ça va devenir très compliqué. Vous avez vu comment j'ai procédé, n'est-ce pas? On a dit qu'on a imposé une date au projet, 14 jours. Donc, le projet finit maintenant, au lieu que le projet finisse le 15, ça finit maintenant le 14. Donc, je vais là, à la fin le plus tard de notre projet, je remplace, n'est-ce pas, 15 par 14. Donc, et maintenant, je procède seulement par, donc, du devant vers la, oui, aux différences. Donc, dès que je remplace seulement les différences, je vois les changements que ça a orchestré, n'est-ce pas, dans notre diagramme. Donc, et j'arrive ici, me voir que maintenant c'est 12. Maintenant, on aura plutôt une marge négative. Donc, une autre question qu'on demande encore également, c'est if the imposed finish time in question 3 above is removed and reset to 16 and the duration activity H is changed to 3, what is the late finish for activity G? Donc, maintenant, on a changé deux choses. On a changé la date de fin du projet et on a changé la durée de l'activité H, qui est 3 désormais. Donc, on va aller dans le diagramme et on remplace. Maintenant, ici, au lieu de 1, maintenant, on a plutôt 3. Donc, je vais mettre ça en couleur pour que ça se différencie un peu avec la première durée. Donc, on a plutôt 3 au lieu de 1. Donc, et on dit qu'on a changé aussi la date de fin du projet. Au lieu de 14, maintenant, c'est plutôt 16. Donc, je vais mettre encore 16 ici, qui est la fin le plus tard de l'activité I. Donc, je mets 16 ici. Donc, je vais changer la couleur également pour que ce soit facilement distinguable. Donc, voilà ce qu'on a. Maintenant, on va encore reprocéder comme on a fait tout à l'heure là. On va voir le changement. On demande, la question qu'on nous pose, c'est what is the late finish for activity G? On demande maintenant la fin le plus tard de l'activité G. Donc, je vais aller maintenant dans le diagramme encore. Avec l'activité G, je localise l'activité G et puis je calcule la fin le plus tard. Donc, on possède seulement qu'on a posé tout à l'heure là. Donc, on aura plutôt ici désormais 16 moins 12, ça va nous donner combien? 14, n'est-ce pas? Pardon, 16 moins 2, je vais dire 16 moins 2. I demeure à la même durée. Donc, ça nous donne plutôt 14 ici. Bon, maintenant, on procède encore. Comme H doit finir avant I, donc sa fin le plus tard sera 14. Donc, je remplace par 14 ici. Voilà. Alors, le tableau, ça devait vite partir, mais comme ça avait l'écran là, on va seulement prendre notre mal en patience. Donc, on procède également. On va toujours dans la suite. Donc, au lieu de, on a 14 désormais, maintenant 14 moins 3, ça nous donne 11 ici. Là. Donc, on avance encore. Donc, on voit que la fin le plus tard, la nouvelle fin le plus tard de l'activité G est de 11. On a fini de réponse à cette question-ci. Donc, on passe à la question suivante. Vous avez comment j'ai procédé, non? C'est très simple, la méthodologie est pareille. Il faut seulement respecter, n'est-ce pas, les instructions qu'on vous donne. Bon, on dit la question 5, c'est... Bon, je crois qu'on a fini avec l'exercice, c'est ce que je voulais montrer. Je voulais montrer comment on peut avoir un flow négatif sur un exercice. Donc, je crois qu'on a fini avec l'exercice. On passe aux exercices, n'est-ce pas, des RITA. J'espère qu'il n'y a pas de questions, de préoccupations par rapport à ce schéma que j'ai démontré devant vous.
Un monsieur et madame et mesdames. Un monsieur et mesdames, je sais qu'il n'y a pas de préoccupation, de questions par rapport à ce tableau qu'on vient de finir. Tout le monde a compris. Hello. Mais la connexion chez vous est grave aujourd'hui. Hello. Allô? On va s'exercer après. Bon, je crois que ça va. OK, vous avez quand même essayé de comprendre la procédure. En fait, c'est très simple. Il faut seulement suivre la procédure et les choses seront simples. Lorsqu'on vous demande de calculer, n'est-ce pas, une marge d'une activité, sachez que vous avez tout procédé de l'avant vers l'arrière. Et maintenant, pour trouver, n'est-ce pas, les marges, n'est-ce pas, pour trouver, n'est-ce pas, les bornes inférieures, c'est tout de devant vers, pardon, de l'arrière vers le devant. OK, bon, on va passer aux exercices, n'est-ce pas, de Rita. Je sais qu'on va faire quelques exercices au moins aujourd'hui avant de finir. Bon, ouvrez votre pied un peu dans l'exercice sur l'échéancier. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec c'est les risques. Bon, je vais dans l'échéancier. Peut-être ça. Voilà. Je crois que j'y suis déjà. Oh, merde. Vous y êtes déjà? Moi, je suis déjà sur la part des exercices. Vous êtes déjà? Hello? Les gens se sont vraiment connectés. Hello? Hello? Monsieur Ngonga, vous m'entendez? Monsieur Nonga Emmanuel, vous m'entendez? Monsieur Yannick Pokam, vous m'entendez? Voilà, c'est comme si les gars ne sont pas vraiment connectés. Ici, Yannick Badjon, je suis en train de chercher. C'est quelle page? Okay. Bon, de toute façon, vous voyez mon tableau. Vous voyez mon tableau Oui. sur vous? Oui. Bon, on peut utiliser le mien. Donc, on peut commencer les questions. Je crois qu'on va commencer les questions, on va finir ça la semaine prochaine. OK. Bon, quelqu'un peut lire la première question? Lisez la première question, s'il vous plaît. Je suis en train de rechercher. Il y a la version numérique. Je suis en train de rechercher. Bon, vous voyez mon tableau s'afficher devant vous? Oui, le tableau qu'on a sur lequel on a travaillé l'exercice, oui. Mais je m'en suis voyé maintenant le... Ah, je dois repartager ça encore. Vous passez? C'est comme ça, je vais encore repartager la page d'exercice. Bon, on voit maintenant la page d'exercice. Rita. Oui, je vois. Voilà, bon. Lisez la première question. Pour maîtriser l'échéancier, un chef de projet refait une analyse du projet pour prévoir sa durée. Il le fait en analysant l'organisation des séquences des activités avec le moins de flexibilité sur l'échéancier. Quelle technique utilise-t-il? A. Méthode du chemin critique. B. Diagramme des flux. C. Méthode des antécédents. D. La structure de découpage du projet. OK. Bon, il s'agit de quelle méthode qu'il a été utilisée là? Méthode du chemin critique? Méthode du chemin critique. OK. Pourquoi pas la méthode des antécédents? Il faut faire la différence entre la méthode des antécédents et la méthode des chemins critiques parce que c'est sensible. Ils sont interliés. Donc, est-ce que vous pouvez faire la différence entre les deux, là, les deux méthodes là? C'est vrai que je n'ai pas encore bien maîtrisé tous les définitions. D'accord, ok. De toute façon, il faut savoir que la méthode des antécédents permet d'obtenir, n'est-ce pas, Oui. le diagramme, le PDM, le network diagram, le réseau, n'est-ce pas, comment on appelle ça encore en français? Permet d'obtenir le PDM, le network diagram. Tandis que, n'est-ce pas, la méthode, n'est-ce pas, de chemin critique permet d'obtenir, n'est-ce pas, l'échéancier.
Donc, c'est ça la différence. Donc, la différence, c'est là pour que ça donne. Donc, ce qu'on fait la méthode d'incident, on établit la relation entre les activités et on les met sous forme de diagramme, network. Donc, tandis que la méthode de chemin critique, c'est qu'on analyse, n'est-ce pas, le network. Donc, les deux sont étroitement liés. Donc, question 2. Une dépendance exigeant que la conception soit achevée avant que fabrication ne démarre est un exemple de dépendance optionnelle, dépendance externe, dépendance obligatoire, dépendance du contenu. C'est le C. C'est le C, dépendance obligatoire. Donc, lorsqu'on va quand on parle de conception, soit achevé, exigeant, doit, ça veut dire que n'est-ce pas, c'est une dépendance obligatoire. Bon, 3. Question 3. Le 1 c'était quoi? Le 1, c'est le C. Pardon, non, le A, je veux dire. C'est le A. Oui, moi, je viens à peine d'arriver comme ça. Il faut que je me rattrape un peu. Donc, le 1, c'est le A. Le 2, c'est le C. Le 2, c'est le C. Bon, quelqu'un peut lire le 3 maintenant? Quelqu'un peut lire le 3? Lequel des éléments suivants est généralement mieux illustré pour les diagrammes à barres que par les diagrammes de réseau? La question. Lien logique, chemin critique, compromis des ressources, sur les ressources, progrès ou état. Bon, le diagramme à barre permet de montrer quoi? Parce que tout ça, c'est le cours. Si tu n'as pas le cours, tu ne peux pas répondre à cette question-ci. Donc, on dit lequel des éléments suivants est généralement mieux illustré par le diagramme à barre que par le diagramme de réseau. Donc, en fait, c'est le diagramme de réseau qui montre les liens logiques. Ici, on a donné parler par rapport au diagramme à barre. Qu'est-ce que le diagramme à barre fait que le diagramme de réseau ne montre pas? Le diagramme à barre, en fait, montre le progrès du projet. C'est ça la différence. Le diagramme à barre montre le progrès du projet, peut-être le pourcentage du projet qu'on a déjà achevé. Tandis que le diagramme de réseau montre seulement les relations, n'est-ce pas, entre les activités, tout simplement. Ça ne montre pas le progrès ou à quel niveau nous sommes dans le projet. Donc, c'est la différence entre les deux éléments. Donc, moi, je lis le 4. On dit si l'estimation optimiste pour une activité est de 12 jours, l'estimation pessimiste est de 18 jours. Quel est le cas type pour cette activité? Vous avez lu les cas types? Il va encore falloir aller faire la racine carrée de la variance. Voilà, la racine carrée de la variance. Bon, la variance, dans les cas types, en fait, pour calculer les cas types avec la gestion des projets, la formule, c'est en fait pessimiste moins optimiste divisé par 6. Comme ça, on calcule, n'est-ce pas, les cas types. Donc, pessimiste moins optimiste divisé par 6. Donc, lorsqu'on fait, n'est-ce pas, on va faire 18 moins 12 divisé par 6. Ça va donner combien? Ça va donner, ça va donner 1, oui. Donc, la réponse ici, c'est A. Donc, 5. Le 3 était quoi? Pardon? Le 3 était quoi? Excusez-moi, bonsoir. Le 3, c'est D. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure que quand on fait le diagramme à barre, montre, n'est-ce pas, le progrès où on se trouve dans le projet. Mais seulement, le diagramme de réseau montre seulement les relations, n'est-ce pas, entre les activités dans le projet. Ça ne montre pas où est-ce qu'on se trouve. Ça ne montre pas le progrès du projet. Donc, c'est ça la différence entre les deux diagrammes. Donc, dans le 4, on a dit que le 4, c'est pessimiste moins optimiste divisé par 6. Si vous faites l'équation, vous allez trouver 1, qui est la réponse A. Quelqu'un peut lire le 5. Quelqu'un peut lire la question 5. Une heuristique est décrite au mieux comme un outil de maîtrise, une méthode de planification, un outil de planification, une règle généralement acceptée. Bon, on a vu l'heuristique pendant le cours, non? On a vu que l'heuristique, c'est une règle généralement acceptée, n'est-ce pas? Donc, j'ai un étudiant agronome qui dit que quoi, lorsqu'ils font leur projet, donc chaque fois qu'ils finissent de faire leur projet, après avoir sorti le budget, ils augmentent le budget de 10 à 15%.
Et ils disent les 10 à 15% n'est pas normalement dans le budget, c'est pour faire face aux risques imprévus et aux risques identifiés. Donc, oui, c'est déjà comme ça qu'ils fonctionnent dans la gestion de leur projet. Donc, ces règles qu'ils ont établies, ce qu'on appelle une heuristique, c'est une règle généralement acceptée. Donc, c'est ça qu'on appelle heuristique. Donc, 6, quelqu'un peut lire la question 6? Le décalage avec le retard signifie le retard en tant qu'une activité peut supporter sans pour autant retarder la date de fin du projet, ou bien le retard en tant qu'une activité peut supporter sans pour autant retarder la date de début au plus tôt de la La suivante, suivante. non? Le temps d'attente ou encore le produit d'un calcul au plus tard et au plus tôt. OK, on a vu que le décalage avec retard, c'est ce qu'on appelle lag en anglais. Si tu peux retirer ce terme en anglais, ce sera bien et plus facile pour vous. Donc, c'est ce qu'on appelle lag. Donc, le décalage avec retard, on dit, lisons ensemble les propositions qu'on nous a offertes. Donc, on dit A, le retard en temps qu'une activité peut supporter sans pour autant retarder la date de fin du projet. Le A nous définit quoi ici? Là? Ça définit quoi exactement? Le A fait référence à quoi? Le A fait référence à la marge totale d'un projet. On a dit que la marge totale d'un projet, n'est-ce pas, c'est le temps qu'une activité peut supporter sans pour autant, n'est-ce pas, retarder la date de fin du projet. C'est ce qu'on appelle la marge totale, n'est-ce pas, d'une activité, d'un projet. Maintenant, B dit le retard en temps qu'une activité peut supporter sans pour autant retarder la date de début au plus tôt de la suivante. Ça, c'est ce qu'on appelle la marge libre. Donc, A et B ne sont pas en train de définir soit le retard. Ça dépend, ça définit d'autres notions, donne la définition des autres notions qu'on a vues dans le cours. C, le temps d'attente. Je crois que le C peut être la réponse. Examinons également D. Donc, le produit d'un calcul au plus tard, au plus tôt. Bon, le D, c'est juste pour distraire, ça ne veut rien dire en fait. Donc, la réponse, si on a barré A, si on a barré B, si on a barré D, la réponse sera C. Donc, le décalage avec retard, c'est juste le temps d'attente. Je vous ai fait comprendre dans le cours qu'on n'est-ce pas, pour comprendre la fait, il faut comprendre qu'on est. Lorsqu'on a deux activités, par exemple, on a l'activité A et B. L'activité A, peut-être, n'est-ce pas, doit être retardée de 5 jours avant que l'activité B ne commence. 5 jours, n'est-ce pas, c'est ce qu'on appelle la marge libre entre l'activité A et B. Maintenant, si on peut retarder l'activité A de 30 jours sans affecter la fin du projet, c'est ce qu'on appelle la marge totale du projet. Maintenant, le lac ou bien le décalage avec retard, c'est quoi? Si on dit par exemple, au lieu de retarder l'activité A de 5 jours, on a retardé l'activité A de 3 jours, on va dire, en termes managériels, on dit qu'on a retardé l'activité A de 3 jours et on a avancé l'activité B de 2 jours. Donc, le 3 là représente ce qu'on appelle le lac, décalage avec retard. Donc, si on avait, ça va vous montrer. Mais je crois que c'est la meilleure façon que je puisse vous expliquer cela. OK. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de préoccupation sur cette question-ci. On va passer à la On question écrit lac 7. là comment? L-A-G. L-A-G. Et accélération, LIG, c'est L-E-A-D. Je crois que c'est ça. L, ça veut dire quoi, lit? Lead. Lead veut dire accélérer une activité. Lag veut dire retarder une activité. Donc, si on peut mettre la somme de taille des lags donne une marge. La somme de taille également des leads donne une marge libre. OK. Donc, on passe à la question 7. La question 7. Quelqu'un peut lire la question 7? Et, pardon, l'enfant qui pleure là, vous pouvez le calmer un peu. Là, c'est une fille qui pleure là. Calmez-la, s'il vous plaît. OK, quelqu'un peut lire la question 7. Lequel des éléments suivants est l'outil de gestion de projet le meilleur à utiliser pour déterminer la durée maximale qu'un projet aura? La structure de découpage du projet. On demande que tu calmes un peu avant. La structure de découpage du projet, le diagramme de réseau, le diagramme à barre, la charte du projet. Attends. Ah, OK.
Bon, c'est quoi l'outil de gestion du projet le meilleur à utiliser pour déterminer, n'est-ce pas, la durée maximale qu'un projet aura? Donc, je crois qu'on a vu ça, non? C'est, on a trouvé la réponse rapidement en avance. C'est quelle option ici? C'est comme si on n'a pas lu. C'est le diagramme de réseau. On n'a pas besoin de tout réfléchir. C'est comme si on n'a pas lu vos cours. On n'a pas le temps de lire le cours dans la semaine. J'ai lu ça aujourd'hui, mais c'est 57 pages. Ouais. Et en même temps, tu es au bureau. En même temps, il faut aller intervenir. Est-ce que vous savez que vous devez lire ça et lire encore le PMBOK, lire encore le RITA? PMBOK, c'est 700 combien de pages là? Ça. Quand vous essayez de lire un chapitre dans le PMBOK, vous devez encore lire ça dans le RITA pour assimiler ça. Donc, en fait, quand tu commences, tu vas faire le PMP, il faut te préparer. Sache que tu as le point sur la planche. Sache que tu as beaucoup à lire. C'est ça le plus grand travail même. Donc, tu peux te lever très tôt le matin, peut-être à 4 heures, et tu passes 2 heures de temps pour lire un chapitre. Il faut le faire. C'est très important. Parce que ce que vous donnez là, c'est ce qu'on appelle le condensé, c'est le résumé. Donc, vous devez avoir vos découvertes que vous allez même faire vous-même, par vous-même dans le PMBOK et le RITA. OK, bon, on passe à la question 8, n'est-ce pas? La question 8. Qu'est-ce que la question 8? Le 7 était quoi? Le B, OK. Le 7, c'est le B. La quête des propositions qui suivent est exacte. Le chemin critique aide à prouver combien de temps le projet prendra. Il ne peut y avoir qu'un seul chemin critique. Le diagramme de réseau changera à chaque fois que les dates de fin changent. Un projet ne peut jamais avoir une marge négative. Bon, on a dit que la est exacte. Donc, on a choisi la réponse qui est juste. Ça veut dire qu'il y a 3 réponses qui sont fausses. C'est le A. C'est le A. Donc, B est faux parce qu'on dit qu'il ne peut y avoir qu'un seul chemin critique. On a vu dans le cours que quoi? Il peut y avoir plusieurs chemins critiques. Le diagramme de réseau change à chaque fois que les dates de fin changent. Pour regarder, par exemple, l'exercice que je viens de vous montrer ici. Regardez, on a changé la date de fin, n'est-ce pas, des projets ici. Mais le diagramme n'a pas changé, comme je vous ai montré sur le tableau là. On a changé la date de fin, mais le diagramme n'a pas changé. OK, donc, on dit également, un projet ne peut jamais avoir une marge négative. L'exercice qu'on vient de faire vous a montré qu'on a vu le projet avec la marge négative. Donc, bon, prof, on avait dit que la marge négative, qu'on pouvait encore expliquer ça comment? Donc, quand un projet a une marge négative, ça veut dire que le projet est risqué. Il y a beaucoup de risques. Et quand ça aussi, quand il y a également ça non, en fait, c'est lorsqu'il n'est-ce pas, il y a 2 chemins critiques que le projet a beaucoup de risques. Mais quand il y a marge négative, ça veut dire seulement qu'il y a des activités qui commencent en même temps. Par exemple, comme on a vu sur le chemin, sur l'exercice ici. Donc, vous avez vu par exemple, voilà, l'activité D et E qui commencent le même jour. C'est pour ça qu'on a eu une marge négative ici. Là. Donc, c'est ça que ça veut dire. Lorsqu'on a les marges négatives, c'est des activités qui commencent le même jour, mais ne finissent pas le même jour. C'est ça qu'on a on peut avoir une marge négative. Mais retenez que si on a plusieurs chemins critiques sur un projet, ça veut dire que le projet là aura trop de risques. OK. 9. Quelqu'un peut lire la question 9? Quelle est la durée d'un jalon? Bon, on a vu que la durée d'un jalon, c'est 0, non? Oui, n'est-ce pas? Bon, question 10. Comment? On a vu que la durée d'un jalon, c'est 0. En fait, lorsqu'on élabore l'échéancier, c'est vrai qu'on fait mention, n'est-ce pas, des jalons dans l'échéancier du projet. Mais seulement, la définition d'un jalon veut dire quoi? On dit qu'un jalon, n'est-ce pas, ça peut être, n'est-ce pas, la fin d'une phase. Donc, lorsqu'on finit, n'est-ce pas, une phase d'un projet, on peut avoir la fête. On peut célébrer ça. On peut inviter une personnalité importante pour venir, n'est-ce pas, commémorer, n'est-ce pas, la fin d'une phase. Mais en fait, la durée de cette fête-là n'entre pas dans les activités du projet. Donc, ça n'entre pas dans l'échéancier du projet. Ça ne compte pas dans l'échéancier du projet. Mais on a fait seulement figurer pour savoir qu'à la fin de cette phase, nous aurons, n'est-ce pas, un jalon. Mais la durée ne compte pas dans
ça ne fait pas avancer le projet. C'est pour ça qu'on ne met pas ça dans la durée du projet. Donc, partout quand on pose des questions par rapport aux jalons, sachez que la durée, n'est-ce pas, c'est 0. Bon, disons la question 10. Question 10. Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux la relation entre les cas types et le risque? Il n'y a aucune relation. Les cas types vous indiquent la précision de l'estimation. Les cas types vous indiquent combien incertaine est l'estimation. Les cas types vous indiquent si l'estimation inclut un rembourrage. Bon, en fait, commençons avec le A. On dit il n'y a aucune relation. Donc, c'est faux. Les cas types, n'est-ce pas, on dit laquelle des proportions suivantes décrit le mieux la relation entre les cas types et le risque. Dans les cas types, il y a une très grande relation entre les cas types et le risque. Bon, on dit B. Les cas types, n'est-ce pas, indiquent la précision de l'estimation. C'est faux. Les cas types ne montrent pas la précision de l'estimation. Donc, tu vois, c'est les bases de l'estimation qui montrent les précisions de l'estimation. Et la méthode qu'on a utilisée, n'est-ce pas, qui montre les précisions de l'estimation. On nous a montré dans le cours que si on a utilisé l'estimation ascendante, alors on aura une estimation plus précise. Donc, les cas types, n'est-ce pas, vous indiquent combien incertaine est l'estimation. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a vu que les cas types, n'est-ce pas, c'est la racine carrée, n'est-ce pas, de la variance. La variance, c'est quoi? C'est la différence avec la moyenne. Donc, si on voit que plus, n'est-ce pas, les cas types est grand, plus ça nous montre que quoi, il y a une grande incertitude, n'est-ce pas, dans l'estimation. Je pense que c'est ça la meilleure réponse. On dit les cas types indiquent que si l'estimation inclut un rembourrage, c'est faux. On a vu que les rembourrages, ce sont ce qu'on appelle les paddings et qu'il ne faut jamais, en tant que manager, accepter les paddings ou bien les rembourrages dans votre estimation. Ce sont des estimations qui sont faites, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, en fait, on imagine seulement, on vous donne une estimation. Donc, il ne faut jamais accepter ça en tant que chef de projet. Donc, 11, est-ce qu'on peut dire la question 11? La marge d'une activité est déterminée par l'établissement et l'analyse de la méthode de Monte Carlo. Déterminer le temps d'attente entre les activités, détermination du décalage avec retard, déterminer la durée pendant laquelle une activité peut être retardée sans retarder le chemin critique. Bon, là, c'est facile, non? Déterminer la durée pendant laquelle une activité peut être retardée sans retarder le chemin critique. Sans retarder le chemin critique. Bon, je tiens aussi à mentionner quelque chose. Dans l'examen, si on ne précise pas si c'est la marge libre ou bien la marge, la marge totale, sachez qu'on est en train de parler de la marge totale. Donc, si on va parler de la marge libre, on va préciser que c'est la marge libre. Mais si on va parler de la marge totale, on n'a pas besoin de préciser que c'est la marge totale, on dit seulement la marge d'une activité. Donc, c'est en fait le D. OK, 12. Un projet a 3 chemins critiques. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux comment ceci affecte le projet? Il le rend plus facile à gérer, il augmente le risque du projet, il nécessite plus de personnes, il le rend plus coûteux. On a dit qu'il augmente le risque du projet. Il augmente le risque du projet. 13. Si le temps du projet et les coûts ne sont pas aussi importants que le nombre de ressources utilisées chaque mois, lequel des énoncés suivants est le meilleur choix à faire? Établissement de l'analyse de la méthode de Monte Carlo, exécuter le projet par voie rapide, effectuer l'optimisation des ressources, analyser les coûts du cycle de vie. Bon, lisons encore ensemble. On dit si le temps du projet et les coûts ne sont pas aussi importants que le nombre de ressources utilisées. Ça veut dire ici, on s'en fout si le temps augmente, si la durée du projet augmente, on s'en fout si les coûts augmentent. Mais ce que maintenant on veut faire, c'est on veut optimiser les ressources chaque mois. C'est-à-dire qu'on va définir, n'est-ce pas, une quantité, n'est-ce pas, limitée de ressources chaque mois.
On dit lequel des énoncés suivants est le meilleur choix à faire. On dit l'établissement de l'analyse ne montre pas la méthode de Monte-Carlo. Exécuter le projet par voie rapide. Effectuer l'optimisation des ressources. Je crois que c'est le C, non? Il faut qu'on effectue l'optimisation des ressources. Et l'optimisation des ressources, n'est-ce pas, en fait, en fixant un montant de ressources pour chaque mois. Comment est-ce qu'on appelait ça dans le cours, vous vous rappelez? Vous vous rappelez comment on appelait ça? On appelait ça le lissage ou le nivellement des ressources. Donc, c'est-à-dire, on fixe certaines quantités de ressources qu'on va utiliser pendant un mois. Ou bien on essaie d'équilibrer, n'est-ce pas, l'utilisation des ressources, n'est-ce pas, pour atteindre un chiffre fixe pour chaque mois, ou bien pour chaque période de temps. Donc, la réponse ici, là, c'est le C. Bon, on passe à la question 14. Est-ce que vous avez des préoccupations par rapport au 13 que je viens d'expliquer? En fait, tout ça, c'est le cours. Hein. Ils n'ont pas encore posé des questions difficiles ici, jusqu'ici. Tout ça, c'est dans le cours. Bon, le 14, quelqu'un peut lire le 14? Quand un graphique des jalons, quand un graphique des jalons est-il utilisé à la place d'un diagramme à barre? Planification du projet, en rapporter aux membres de l'équipe, rapport de direction, analyse des risques. Donc, est-ce que vous connaissez d'abord la différence entre le graphique des jalons et le diagramme à barre? Tout ça, c'est le cours. Bon, mais je vais encore essayer d'expliquer. Le graphique des jalons, c'est ce qu'on appelle en anglais le milestone chart. Donc, c'est un graphique qui permet, n'est-ce pas, de faire un rapport à l'administration. C'est généralement un truc qui est bref. Ça permet de faire un rapport à l'administration. Tandis que le diagramme à barre, n'est-ce pas, c'est généralement, n'est-ce pas, pour faire le rapport, n'est-ce pas, à l'équipe du projet. Donc, c'est pour l'équipe de management du projet. Donc, on dit, quand un graphique de jalons est utilisé à la place d'un diagramme à barre, donc le graphique de jalons, n'est-ce pas, utilisé à planification du projet, faux. En rapporter, n'est-ce pas, aux membres de l'équipe, faux. On a dit pour rapporter aux membres de l'équipe, c'est le diagramme à barre. Rapporter un rapport à la direction, je crois que c'est ça la meilleure réponse. Le C. Donc, le graphique de jalons, c'est pour faire le rapport à la direction. Le diagramme à barre, c'est pour faire le rapport à l'équipe du projet, aux membres de l'équipe du projet. Donc, voilà ce qu'il faut retenir sur cet exercice. 15. Votre plan de gestion de projet se traduit par un échéancier du projet trop long. Si le diagramme de réseau de projet ne peut pas changer, mais vous avez les ressources additionnelles en personnel, quel est le meilleur choix à faire? Exécuter le projet par voie rapide, niveler les ressources, comprimer les délais du projet, établissement de l'analyse par la méthode de Monte-Carlo. OK, on a vu combien de méthodes de compression, n'est-ce pas, de l'échéancier pendant le cours. On a vu qu'il y avait le crashing, n'est-ce pas? Le crashing. Il y avait la compression des ressources. Crashing qui est en fait la compression des ressources. Et on a vu également qu'il y avait le fast tracking qui est en fait, n'est-ce pas, niveler les ressources. Donc, regardez, dans le texte, on vous a donné tous les éléments pour répondre à pour trouver la meilleure solution. On dit, votre plan de gestion, n'est-ce pas, du projet se traduit par un échéancier du projet trop long. On dit, si le diagramme de réseau du projet ne peut pas changer, en fait, cette déclaration montre que quoi? Vous ne pourrez pas mettre certaines activités en parallèle. C'est-à-dire qu'on dit que le diagramme de réseau est inflexible. On ne peut pas changer les relations qu'il y a entre les activités. On a déjà éliminé, n'est-ce pas, l'option de fast tracking qui est en fait niveler, exécuter le projet par voie rapide. Donc, il y a un problème de traduction là. Je vais retourner un peu dans le rythme en anglais parce que je vois la traduction, c'est pas très bon. Je retourne dans le rythme en anglais. OK. 246.
Voilà, c'est la question combien? Question 15 ou bien? C'est la question combien? 15. 15, ok. Donc, comme je disais, il y a le fast track de projet. C'est ça qu'ils ont essayé de traduire en disant exécuter le projet par voie rapide. C'est ce qu'on appelle mettre les activités en parallèle, qui en anglais veut dire fast track. Donc, on faudra comprendre que quoi, les activités, n'est-ce pas, le diagramme de réseau est inflexible. Ça veut dire que c'est impossible, n'est-ce pas, de mettre les activités en parallèle. C'est-à-dire les relations entre les activités, n'est-ce pas, sont les relations de type obligatoire, comme on a vu tout à l'heure. Donc, on dit B, niveler les ressources. Niveler les ressources, c'est ce qu'on appelle leveling. Donc, on va parler de ça comme meilleure option ici. Attendez un peu, je regarde ici. OK, level de ressources. Donc, on dit, mais vous avez les ressources additionnelles en personne. Quel est le meilleur choix à faire? Donc, ici, là, comme vous avez les ressources additionnelles en personne, bon, je ne crois pas que la meilleure solution, n'est-ce pas, c'est de niveler les ressources. Donc, comprimer, n'est-ce pas, les délais du projet. Donc, c'est ce qu'on appelle le crashing. Crashing, c'est-à-dire crash the project. C'est-à-dire, on augmente les ressources des activités, certaines activités pour réduire leur durée. Voilà, c'est la meilleure chose qu'il faut faire ici parce que vous avez les ressources additionnelles. Donc, c'est la meilleure chose qu'il faut faire ici. Là. Donc, quelqu'un peut lire le 16? Lequel des exercices suivants est le meilleur choix à faire quand il est demandé de finir le projet 2 jours plus tôt que prévu? Répond à la direction générale que le chemin critique du projet ne permet pas que le projet soit terminé plus tôt. Le dit à votre patron. Rencontrer l'équipe pour examiner les options d'une compression de délai ou l'exécution accélérée par chevauchement du chemin critique. Travailler dur et observer l'état du projet le mois après. Donc, je ne sais pas comment vous avez dit, donc, la meilleure réponse, c'est quoi ici? La meilleure réponse, c'est rencontrer l'équipe du projet. Voilà, rencontrer l'équipe du projet. Parce que si vous travaillez dur, rien n'est garanti que le fait que vous travaillez dur, vous allez pouvoir, n'est-ce pas, respecter l'échéancier. Ce n'est pas la force, qui... C'est pas la force qui fait l'efficacité. Ou bien le temps de travail. C'est la stratégie qui compte ici, là. Donc, maintenant, on dit, le dit à votre patron. Il va s'en renvoyer parce que c'est votre devoir. Il va vous en renvoyer, c'est pas tout lui dire ça. Donc, répondre à la direction que le chemin que tu c'est la même chose. B et A, c'est presque la même chose. Donc, la réponse ici, c'est le C. Donc, 17, pardon. En essayant de terminer le projet rapidement, le chef de projet se penche sur le coût associé à une compression des délais de chaque activité. La meilleure approche pour une compression des délais serait également observée. Petit A, l'impact des risques d'une compression de délai sur chaque activité, l'opinion du client sur quelle activité mettre en panne, l'avis du patron sur quelle activité mettre en panne et dans quel ordre, la phase du cycle de vie du projet dans lequel l'activité doit intervenir. OK. Donc, il y a une petite problème de traduction qui doit encore rectifier. On dit l'impact du risque d'une compression de délai sur chaque activité, là, ce n'est pas un problème. L'option du client sur laquelle les activités mettent en panne. Bon, quand on parle de mettre les activités en panne, ce n'est pas vraiment, c'est pas projet management ça. Donc, je vais lire en anglais pour voir ce que ça veut dire. Donc, customer opinion on which activity to crash. Donc, il veut parler, n'est-ce pas, de crashing, qui en fait augmenter les ressources sur une activité pour réduire sa durée. Donc, si on dit l'avis du patron sur quelle activité mettre en panne, c'est-à-dire quelle activité, n'est-ce pas, augmenter les ressources ou bien crash et dans quel ordre. La phase du cycle de vie du projet dans lequel l'activité doit intervenir. Donc, en fait, la meilleure réponse ici est évidente, non? C'est quoi la réponse ici? La meilleure réponse, c'est le A, non? Hello? Oui. La meilleure réponse, c'est le A, non? Parce qu'on dit, la meilleure approche, ne soit pour une compression de délai, serait également d'observer. Donc, lorsque vous allez compresser les délais, n'est-ce pas, il faut également regarder l'impact, n'est-ce pas, des risques d'une compression, n'est-ce pas, de délai sur chaque activité. Je crois que c'est ça qu'il faut regarder.
Parce que l'opinion du client, enfin, ne compte pas parce que tout ce que le client veut, c'est que vous lui livrez, n'est-ce pas, ses livrables à temps. Donc, il vous a donné, n'est-ce pas, une tâche. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il veut le livrable. Dans la vie du patron, sur quelle activité? Ah, ok. Je crois que c'est... Il faut considérer également la réponse C. On dit la vie du patron, sur quelle activité? Mettre, bon, crash et dans quel ordre? Bon, la réponse est entre A et C. Donc, il va falloir qu'on délibère entre A et C. Mais c'est le mot de mettre en panne d'abord qui, quand on dit que mettre en panne, Bon, en quand il met, panne, quand, pour moi, c'est, en, quand on en- dit que mettre en panne, ça veut dire que c'est comme si on annule la partie là. donc, en fait, il veut en fait dire quelle activité on va crash, on va augmenter les ressources dessus. En fait, il veut utiliser le mot crash, mais il n'y a pas ça vraiment en français. Donc, c'est Ah augmenter les bon, ressources sur bon, moi une activité. j'entendais Oui. comme si c'est quelle activité on doit mettre en arrêt. Non, c'est pas ça. Voici la signification. Regardez, voici la définition ici. Boss opinion on which activity to crash. Crash veut dire, comme on a vu dans le cours, n'est-ce pas? Crash, augmenter les ressources sur une activité pour réduire sa durée. Donc, et je suis sûr qu'il n'y a pas il n'y a pas ce mot-là en français. Donc, c'est ça qu'il y a des expressions qu'on utilise pour remplacer ça. OK. Donc, donc la réponse ici, c'est entre A et C. Donc, on dit la vie du patron sur quelle activité crash et dans quel ordre. Donc, on dit maintenant A, c'est l'impact des risques d'une compression de délai sur chaque activité. Donc, il faut qu'on délibère. Vous, les qui choisissent le A, les qui choisissent le C. D'après vous, c'est quelle la meilleure option? Parce que c'est entre A et C. Vous pensez au A, n'est-ce pas? Parce que, d'après moi, le patron, lui, attend seulement les livrables. Mhm. Bon, moi, je pense aussi pour le A parce que lorsque vous compressez les chantiers, donc, vous devez savoir que, n'est-ce pas, il y a les risques, n'est-ce pas, sur les autres, certaines activités. Ça va impliquer les risques sur les autres activités. Donc, c'est un peu ça. Donc, chaque fois qu'il y a les options de crash ou bien de fast track, donc ça va affecter, n'est-ce pas, les risques, ça va apporter les risques sur d'autres activités. Donc, de toute façon, confirmons la réponse ensemble. C'est la question 17. Je vois ce que Rita nous dit. Oui, nous avons raison. Attends, c'est la question 17, n'est-ce pas? 18. 18. Ah, j'avais dit que nous sommes 18. Ah, ils disent que c'est le C. Attends, j'espère que je suis sur le management de... Attends, il faut que je m'assure. Si c'est sur le... Ah non, ça c'est pas c'est pas le même chapitre. Attendez, je mets ça au même chapitre. C'est page 246. OK. Ta question combien? 18, non? Oui. OK. 18. Regardons ensemble. Non, c'est pas la question 18. C'est la question 17. C'est la question 17 qu'on a donné de traiter. Nous avons raison, c'est le A. Le A. Donc, lorsque vous compressez, donc ce qui a retenu, c'est que lorsque vous compressez l'échéancier, quelle que soit la méthode utilisée, n'est-ce pas, il faut regarder l'impact des risques, n'est-ce pas, sur les autres activités. OK. 18. La question 18. Lequel des processus suivants comprend les questions membres? Lequel des processus suivants comprend les questions aux membres de l'équipe sur les estimations de temps pour l'activité et pour parvenir à un accord sur la date calendaire de chaque activité? Organiser les activités en séquence,
élaborer l'échéancier, définir le contenu, élaborer la charte du projet. Vous avez compris le sens de la question. C'est lequel des processus suivants comprend les questions aux membres de l'équipe sur l'estimation de temps pour leurs activités et pour parvenir, n'est-ce pas, à un accord sur la date calendaire de chaque activité. Bon, je crois qu'on a compris le sens. Donc, en fait, on dit A, organiser les activités en séquence. Je ne crois pas que ça le problème ici. Élaborer les... Je crois que c'est B, élaborer l'échéancier. Lorsqu'on dit on veut parvenir à un accord sur la date, quand on parle d'accord sur la date, ça veut dire qu'on veut élaborer l'échéancier, on veut définir les bornes. Chaque partie prenante peut définir ses tâches et son temps. Ça permet à ce qu'on puisse être dans un accord. Oh là là, parce que lorsqu'on élabore l'échéancier, on veut en fait définir, n'est-ce pas, les référents de base de l'échéancier, c'est-à-dire les limites. Finalement, on s'accorde qu'on va finir le projet tel jour. Après avoir élaboré, après avoir, n'est-ce pas, après avoir mis les activités, n'est-ce pas, en séquence, sorti le chemin critique. Maintenant, on a une date imposée. Le chef de projet, n'est-ce pas, compose l'échéancier. Le chef de projet, n'est-ce pas, compose l'échéancier. Et maintenant, l'équipe du projet et le management tombent d'accord sur l'échéancier. On dit qu'on a défini les bases de notre échéancier. Donc, ça veut dire que c'est pendant le processus élabore l'échéancier qu'on obtient cela. 19. Vous avez la question 19. Un chef de projet au milieu de l'exécution d'un très grand projet de construction. Quand il découvre que le temps nécessaire pour terminer le projet est plus long que le temps disponible. Quelle est la meilleure... Quelle est la meilleure chose à faire? Couper le contenu du produit, rencontre avec la direction et leur dire que la date requise ne peut pas être respectée, travailler des heures supplémentaires, déterminer les options pour la compression de l'échéancier et la gestion actuelle avec l'alternative recommandée. Je crois que bon, là, couper le contenu, c'est une très mauvaise idée parce que si on coupe le contenu, ça va rétrécir l'échéancier, mais seulement les parties prenantes ne seront pas satisfaites. Donc, la qualité va échouer. Donc, ce n'est même pas une option. Il ne faut pas considérer A. Maintenant, on dit B, rencontrer, n'est-ce pas? Rencontre avec la direction et leur dit la date requise ne peut pas être respectée. Ça, c'est vraiment idiot parce que c'est ton devoir en tant que chef de projet, n'est-ce pas, de trouver des solutions de compression d'échéancier. Donc, C, travailler des heures supplémentaires. Comme on a vu tout à l'heure, le fait que vous travaillez longtemps ne veut pas dire que vous atteignez votre objectif. Et il faut une stratégie, n'est-ce pas, bien définie à l'amont. Vous voulez vous dormir au chantier, mais ça ne finit pas. N'est-ce pas? OK. Donc, B, on dit déterminer les options, n'est-ce pas, pour la compression de l'échéancier et la gestion actuelle avec l'alternative recommandée. Je crois que la D, c'est la meilleure réponse. C'est ce que le projet a fait, de déterminer les options, soit le crashing, soit le fast tracking. OK. Question 20. Lors de la planification de projet, vous estimez le temps nécessaire pour chaque activité, puis additionnez l'estimation pour obtenir l'estimation du projet. Vous vous engagez à la réalisation du projet à cette date. Quel est le problème avec ce scénario? L'équipe n'a pas créé l'estimation et l'estimation prend tout le temps en utilisant cette méthode. L'équipe n'a pas créé l'estimation et un diagramme de réseau n'a pas été utilisé. L'estimation est trop longue et devrait être créée par la direction. L'estimation du projet doit être à l'identique avec la date d'achèvement demandée par le client. Bon, maintenant, je vais vous poser seulement ces questions pour répondre à la question-ci. Donc, quelles sont les positions, n'est-ce pas, de domaine de connaissances échéancier, management de l'échéancier? Si vous connaissez les processus, c'est ça facile à répondre, n'est-ce pas, cette question-ci. Donc, nous avons d'abord planifier l'échéancier, n'est-ce pas?
Il planifie la gestion des Alternative. échéanciers. Et on planifie l'échéancier. Après planifier l'échéancier, qu'est-ce qu'on fait? On définit les activités. On définit les activités. Après la définition des activités, on fait quoi? On les organise en séquence. Voilà, on les organise en séquence. Donc, regardez un peu ce que le chef de projet a fait ici. Là. Il a planifié le projet, c'est-à-dire qu'il a planifié l'échéancier aussi, mais il a estimé le temps nécessaire pour chaque activité. Puis, il a additionné, n'est-ce pas, les estimations pour obtenir. Donc, tout ce que le chef de projet, n'est-ce pas, a défini les activités, mais il n'a pas mis les activités en séquence. Et sans passer à l'estimation, n'est-ce pas, de la durée du Il projet. est passé à Voilà la l'erreur durée qu'il de a. Voilà. Donc, il n'a pas mis les activités en séquence. Il n'a pas créé de diagramme. Donc, il a mis les activités, il a estimé les activités, il a défini les activités, mais il n'a pas mis les activités en séquence. Il n'a pas créé le diagramme de réseau. Voilà ce qu'il a omis de faire dans cette question-ci. Donc, en fait, dans sa dit, si on examine, n'est-ce pas, les réponses, on dit, dès qu'il n'a pas créé l'estimation, et l'estimation prend trop de temps en utilisant cette méthode. Donc, A est faux, c'est pas ce que ça veut dire. Et qu'il n'a pas créé l'estimation, il y a un diagramme de réseau n'a pas été créé. C'est ça la réponse. Donc, le chef de projet a oublié, n'est-ce pas, de créer l'équipe n'a pas estimé, n'est-ce pas, et le diagramme de réseau n'a pas été créé. Donc, c'est quoi, c'est ça la meilleure réponse. 21. Vous êtes un chef de projet sur un projet de développement de logiciel de 5 millions de dollars américains. En cours de travail avec votre équipe de projet pour développer un diagramme de réseau, vous remarquez une série d'activités qui peuvent être travaillées en parallèle, mais qui ne doivent s'achever dans un ordre spécifique. Quel type de méthode de séquençage est exigée pour ces activités? La méthode des antécédents, méthode de représentation par diagramme fléché, méthode du chemin critique, méthode de représentation optionnelle par diagramme. Bon, en fait, j'ai expliqué la question, c'est dans les questions précédentes. Bon, d'après vous, quelle est la solution, quelle est la réponse ici? Est-ce que c'est la méthode des antécédents, méthode de présentation par diagramme fléché, méthode de chemin critique, ou la méthode de présentation opérationnelle par diagramme? Donc, la réponse est presque évidente ici, si on a bien suivi l'explication que j'ai donnée tout à l'heure. Donc, posez-vous la question ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le chef de projet va obtenir ici, là? Il va obtenir, n'est-ce pas, le diagramme de réseau. Donc, c'est-à-dire quel type de méthode de séquençage. Lorsqu'il possède, n'est-ce pas, une méthode de séquençage, parce qu'il va obtenir un diagramme de réseau. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait dans le texte? On dit, en cours de travail avec votre équipe de projet, vous développez un diagramme de réseau. On voit ce qu'il va obtenir. Vous remarquez, n'est-ce pas, une série d'activités qui peuvent être travaillées en parallèle, mais qui doivent s'achever dans un ordre spécifique. Le chef de projet est en train d'utiliser, n'est-ce pas, le Precedence Diagram Method. Donc, qui est en fait, n'est-ce pas, la méthode des antécédents pour obtenir, n'est-ce pas, le diagramme de réseau. Parce qu'on a vu que le diagramme des flèches, les activités sont représentées sous forme de flèches, mais rien dans le texte ne dit qu'il a mis les activités sous forme de flèches. Donc, je vous ai dit, à l'examen, si on ne dit rien, sachez que c'est le PDM qu'on est en train d'utiliser, la méthode des antécédents, le diagramme de réseau, en utilisant PDM. Mais si on précise, n'est-ce pas, diagramme fléché, quand les entités sont représentées sous forme de flèches, en ce moment, c'est la méthode de représentation par diagramme fléché. Donc, comme ils n'ont rien précisé ici, là, donc c'est quoi? C'est la méthode des antécédents parce que c'est le PDM qu'on veut obtenir. OK. Pardon, c'est le diagramme de réseau qu'on va obtenir. Donc, la réponse ici, c'est A. Hein? C'est le A. OK. 22. Vous êtes un chef de projet sur un projet de développement de logiciel. Encore. Vous êtes un chef de projet sur un projet de développement de logiciel de 5 millions de dollars américains. En cours de travail avec votre équipe de projet pour développer un schéma de réseau,
Vos architectes de données suggèrent que la qualité pourrait être améliorée si le modèle des données est approuvé par la direction générale avant de passer à d'autres éléments de conception. Ils soutiennent cette suggestion avec un article d'une importante revue de développement de logiciel. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux le type de données d'entrée? Dépendance obligatoire, dépendance optionnelle, dépendance externe, heuristique. Ce type de données, quel type de données? Votre équipe, n'est-ce pas, des projets, pour développer, n'est-ce pas, un schéma de réseau, vos architectes, n'est-ce pas, de données suggèrent que la qualité pourrait être améliorée. OK, si le modèle de données est approuvé par la direction générale avant de passer à d'autres éléments de conception. Il soutient, n'est-ce pas, cette suggestion avec un article d'une importante revue de développement de logiciels. On dit que les énoncés suivants, n'est-ce pas, décrivent le mieux ce type de données d'entrée. Bon, en fait, on veut savoir le type de dépendance, n'est-ce pas, qui est entre les activités qui sont exécutées dans ce contexte ici. Donc, on dit A, dépendance obligatoire. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une dépendance obligatoire? Il y a des éléments qui vont nous indiquer s'il s'agit d'une dépendance obligatoire ou pas. On dit, n'est-ce pas, vos architectes, n'est-ce pas, de données suggèrent. Lorsqu'on parle de suggérer, ça veut dire que c'est facultatif. Donc, on va parler de dépendance obligatoire ici. Là. Dépendance optionnelle, oui, c'est possible. On peut encadrer un peu B, c'est possible. Mais souvent, dépendance externe. On dit, la qualité pourrait être améliorée si le modèle de données est approuvé par la direction générale avant de passer en d'autres éléments de conception. On soutient cette suggestion avec un article d'une importance revue de développement de logiciels. Donc, le fait qu'il soutient, n'est-ce pas, sa position avec un article de revue de développement de logiciels ne veut pas dire que c'est une dépendance externe. Parce que pour que ce soit une dépendance externe, il faut que cette personne a l'autorité, n'est-ce pas, d'ordonner, n'est-ce pas, cette activité de continuer ou de l'empêcher de continuer. Comment on appelle ça? Vous appelez ça comment? L'article en lui-même ne peut pas ordonner, n'est-ce pas, une activité, n'est-ce pas, d'être stoppée ou bien d'être avancée. Donc, le directeur général, en fait, la direction générale, n'est-ce pas, en fait, elle fait partie, n'est-ce pas, de l'organisation interne, de l'organisation interne. Donc, bien que, n'est-ce pas, l'obligation, n'est-ce pas, en fait, la suggestion est donnée par lui. Ça fait partie, n'est-ce pas, il fait partie, n'est-ce pas, d'une entité interne. Par conséquent, n'est-ce pas, la dépendance ne peut pas être externe. Si on a, par exemple, dit que quoi, OK, la demande, n'est-ce pas, doit être passée d'abord peut-être par le président ou bien le ministre ou bien le gouverneur avant, n'est-ce pas, de continuer. Là, ça va être une dépendance externe. Mais ici, là, en fait, la personne qui demande, n'est-ce pas, qui suggère, et même à l'intérieur, et en plus également, n'est-ce pas, je tiens de cette situation, n'est-ce pas, avec l'article, n'est-ce pas, d'une importance de revue de développement de logiciels qui est extérieur. Ne veut pas dire que la dépendance est externe. C'est toujours à l'intérieur de l'entreprise. Et la dépendance est même optionnelle parce qu'il suggère, c'est une suggestion, ce n'est même pas une obligation en tant que tel. Donc, on passe à la question 23. Question 23. On a fini par répondre, c'est quoi? C'est quoi? C'est B. Parce que j'ai dit qu'il y a des expressions qui vont montrer que c'est optionnel ou bien obligatoire. Donc, ici, on a dit, ils ont suggéré. On dit, votre architecte de données suggère. Ce n'est pas une obligation. Ils ont suggéré, ils ont fait seulement une suggestion. Par conséquent, c'est une dépendance optionnelle. OK. Là, maintenant, on va essayer de faire l'exercice 23. Donc, sortez votre diagramme de réseau et puis on corrige rapidement les questions qu'on va nous poser.
124, c'est ça. Merde, je dois dormir tôt aujourd'hui. C'est ça. Hey, c'est comme si je fais que ne pas fermer la page. Vous avez fini le diagramme? Tout à fait. Voilà, donc on calcule rapidement, n'est-ce pas, le chemin. La première question, c'est, je crois qu'on va finir avec l'exercice ici. Hein. Donc, on dit, oh, attendez un peu, je lis la question. On dit, basé sur ce qui suit, si vous avez besoin de raccourcir la durée du projet, quelle activité voulez-vous essayer de raccourcir? Donc, pour raccourcir une activité, il faut que l'activité soit sur le chemin critique parce que c'est le chemin critique qui est le chemin le plus long dans le diagramme de réseau. Donc, si on a sorti notre... Attendez, je partage ce que j'ai fait avec vous. Voilà, vous voyez ce que moi j'ai fait. Hein? Vous voyez ce que j'ai fait. Hein? Oui. OK, voilà ce que moi j'ai fait. Donc, voilà mon diagramme que j'ai sorti. Je calcule, n'est-ce pas? J'ai calculé le chemin critique. Le chemin critique, c'est A, je crois que c'est A, C, E, F. Voilà le chemin critique. Donc, est-ce que c'est le même exercice? Je ne sais pas si c'est le même exercice. Non, on voyait les 25, les 40 là-bas. Moi, je ne sais pas. C'est le même exercice. Attends, je reviens un peu. Je ne sais pas si c'est pas ça ici. Oh là là, c'est comme si je n'ai pas fait ça ici. OK, je crois que c'est... OK, je crois que c'est ça ici, non?
La question 23. Oui, c'est ça là-bas. Ok, voici ça que je fais. Donc, on a le chemin critique, c'est... Vous avez trouvé 16 comme moi, 16. Bon, on n'a pas encore calculé. Donc, calculez rapidement. En fait, si vous calculez, vous avez trouvé 16 comme chemin critique. Donc, on veut savoir quelle activité est-ce on peut raccourcir, n'est-ce pas, pour réduire le chemin de notre projet, pour réduire la durée de notre projet. Donc, si on considère, par exemple, le chemin critique, l'activité qu'on doit réduire doit être sur le chemin critique, parce que si vous venez réduire D, B, ça ne va pas diminuer, ça ne va rien affecter sur la durée du projet. Vous réduisez D, ça ne va rien affecter sur la durée du projet, parce qu'ils ne sont pas sur le chemin critique. Mais si vous venez ici, vous touchez une activité là, ça va affecter la durée du projet. Donc, nous avons deux possibilités, soit réduire l'activité, la durée de l'activité C, soit réduire l'activité, la durée de l'activité H. Parce que l'activité E est tellement, ça seulement un seul jour, donc ça ne sert à rien de réduire cette activité-là. Donc, et on dit en anglais, lorsqu'on parle de choisir la meilleure réponse, ça veut aussi dire la première option. Donc, et également, il y a aussi, n'est-ce pas, l'avantage de choisir l'activité C parce que en choisissant l'activité C, on ne sait jamais, il peut y avoir des risques imprévus qui surgissent pendant le projet. Et vous avez encore besoin de réduire, n'est-ce pas, de compresser l'échéancier. Vous avez encore une chance avec l'activité H pour compresser l'échéancier. Alors que si vous attendez seulement jusqu'à ce que vous arrivez à l'activité H, il peut y avoir des risques, n'est-ce pas, qui ont surgi pendant le projet. Ça a prolongé la durée du projet. Et en réduisant l'activité H, vous risquez de ne pas atteindre votre objectif. Donc, c'est plus prudent de commencer par l'activité qui commence au départ. Vous réduire d'abord cette activité avant de passer à d'autres activités. Donc, la meilleure réponse, je sais, ce sera... La question d'abord était quoi, pour? La question, c'était que quoi, n'est-ce pas? Si on doit réduire la durée de ce projet-ci, donc, lequel des activités est-ce qu'il faut réduire? Donc, je dis que quoi, n'est-ce pas? Pour réduire, n'est-ce pas, la durée de ce projet, il faut toucher une activité qui est sur le chemin critique. Je dis oui, donc si par exemple vous prenez l'activité B n'est pas sur le chemin critique. Donc si vous réduisez l'activité B, ça ne va pas affecter la durée du projet. Si vous prenez l'activité D qui est de 10 jours, vous réduisez ça, ça ne va pas affecter la durée du projet. Donc il faut choisir une activité qui est sur le chemin critique. Donc quand on regarde le chemin critique, il y a 3 activités. Il y a C, E et H. Donc C, n'est-ce pas, c'est la première activité qui dure 6 jours. On peut la réduire. On ne peut pas réduire E parce que E c'est seulement de 1 seul jour. On peut également réduire H, qui est de 9 jours. Donc, on a maintenant deux options, C et H. Mais dit également, n'est-ce pas, c'est mieux de commencer à réduire l'activité C parce que quoi? De ça, quand le projet commence, il y a les risques imprévus qu'on n'a pas peut-être identifiés. Donc, si vous commencez à réduire, si vous attendez jusqu'à ce qu'on arrive à l'activité H pour réduire H, il pourra y avoir des risques qui vont prolonger les autres activités, peut-être l'activité C. Et vous arrivez maintenant à l'activité H et vous n'avez plus trop de chance pour bien compresser cela. Donc, c'est mieux de commencer par la première activité qui est C. Donc, et dans le texte, on a demandé quelle est la meilleure réponse. La meilleure réponse, c'est là où il y a C. Donc, c'est D qui est la meilleure réponse. OK, je vois qu'on va s'arrêter ici aujourd'hui parce qu'on m'a demandé d'arrêter à 21h30 pour que vous ayez le temps de vous reposer pour demain. Donc, on a passé depuis de 15-14 minutes. Donc, je vois qu'on va continuer, n'est-ce pas, l'exercice de la prochaine séance qui est lundi. Parce que, comme je vous ai dit, samedi, je n'ai pas de temps. Je n'ai plus mon temps de samedi un peu d'occuper. Donc, je préfère qu'on se retrouve lundi encore à 19h. Donc, on va continuer avec l'exercice 24. Il y a des sujets en anglophone que je suis en train de préparer pour le PMP. Donc, je ne pourrai pas être disponible ce samedi. OK. Informez les autres également. Donc, refaites l'exercice. Si vous pouvez faire l'exercice avant de venir au cours, ce sera plus facile et ça va évoluer plus rapidement. OK. Vous passez une bonne soirée et à lundi. OK, merci. Bonne soirée, prof. Merci à vous également.